Nous allons maintenant vers une zone de front qui s'appelle le Haut-Karabakh, l'Artsakh, comme diraient les Arméniens. Et je voulais que vous puissiez comprendre, chers amis auditeurs, le conflit qui se passe là-bas, aux confins de l'Arménie, dans le Caucase, entre la Géorgie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Un conflit qui peut vous paraître loin, mais qui est beaucoup plus près qu'on ne pourrait le penser, car il touche nos frères arméniens. J'ai près de moi, alors l'un par le téléphone et l'autre à côté de moi dans le studio, donc Romain Bessonnet, qui est géopoliticien, qui a écrit pour Perspective Libre, qui est spécialiste de la Russie et qui a un blog qui concerne qui s'appelle l'Observateur du monde droit. Voilà, du monde russe. Et au téléphone, le responsable, le président de CCAF Sud, qui est Julien Arounian. Est-ce que vous nous entendez ? Bonjour. Donc vous représentez les Arméniens de France qui sont arrivés beaucoup dans le sud de la France, donc que je connais bien, et pour être de ce beau pays du sud de la France. Et on a beaucoup vécu ensemble, Arméniens et Provençaux, parce que après le génocide de 1915, perpétré par les Turcs, eh bien, vous êtes venus en nombre, enfin en tout cas les rescapés, vous êtes venus en partie en France. Absolument, ça a été une des premières terres d'accueil Marseille. Voilà. Et donc nous avons un engagement, le président de la République l'a rappelé encore récemment. Alors on sait très bien qu'entre les déclarations, les actes, voilà, mais enfin en tout cas c'est toujours bien de le dire. Après, il faut mettre les actes en conformité avec les paroles, que nous sommes des frères et que nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'Arménie, et que la responsabilité aussi de défendre les chrétiens d'Orient, dont les Arméniens et les habitants du Haut-Karabakh, qui sont des Arméniens en immense majorité. Voilà. Alors pourquoi moi, si les auditeurs se rappellent, moi j'ai parlé plusieurs fois de l'Arménie, même du Haut-Karabakh, à ce même micro. Moi, j'étais un bébé journaliste toute jeune. J'étais partie couvrir les conflits, la fin du conflit dans les années 90, les années entre 1992 et 1994. Il y a cette guerre entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Et donc moi je suis allée à ce moment-là au Haut-Karabakh, puis ensuite en Arménie, par la suite, voilà. Et donc aujourd'hui, ma grande frustration, c'est que je ne peux pas aujourd'hui aller couvrir ce conflit, alors que je voudrais y être, très franchement. Mais je ne pouvais pas ne pas vous donner la parole, ayant vu. Je suis allée ensuite, j'ai recherché certains combattants, chefs de guerre qui se cachaient d'ailleurs après le conflit en 94. Et voilà que ce conflit qu'on croyait plus ou moins enterré revient. Après, moi, l'expérience que j'ai eue, c'était que même à la frontière arménienne, ça je l'ai constaté à l'époque, dans les années 90, les provocations de l'Azerbaïdjan vers l'Arménie étaient incessantes. Ça, je l'ai vu et je l'ai vécu. Donc, en fait, ça a toujours été larvé, il me semble. Alors, je vais vous interroger tous les deux, si vous voulez répondre un peu à ce que j'ai dit, même si ce ne sont pas vraiment de véritables questions. Peut-être celui qui est au téléphone, que c'est jamais facile d'être au téléphone, et puis ensuite Romain Bessonnet. Julien Arounian. Oui, vous l'avez bien dit, vous êtes un témoin vivant en qualité de journaliste de ce qui se passe depuis les années 90. Il y a eu un cessez-le-feu en 1994 sur ce conflit-là qui a duré depuis l'indépendance de la Chine de l'Union soviétique jusqu'en 1994, et depuis, ce sont des violations de cessez-le-feu perpétuelles par l'Azerbaïdjan, alors que la volonté du peuple d'Artsakh et des Arméniens, c'est de vivre en paix, tout simplement, et en tranquillité.
Alors, oui, je comprends. Donc vous, quel est l'état d'esprit de la communauté arménienne Alors aujourd'hui, très clairement, la communauté arménienne est très mobilisée. Il y a une mobilisation qui s'est faite, qui est partie d'Arménie, bien sûr, parce que pour eux, ça a été l'état d'alerte maximale. La loi martiale a été décrétée et la préparation à la guerre. Donc, ça a été rapide. La diaspora et la communauté, elle aussi, s'est très rapidement mis en route et c'est alors on est à des milliers de kilomètres, donc c'est sûr que on n'a pas vocation à prendre les armes et aller sur le front, mais en tous les cas à aider les populations civiles, à aider aussi l'Arménie par l'aide humanitaire que l'on peut apporter, c'est-à-dire des médicaments, des vêtements, des produits de première nécessité qui manquent aujourd'hui parce que ça reste un petit pays avec un petit budget militaire. Et donc, aujourd'hui, il y a des gros manquements et il y a besoin d'argent, hier, on demandait des produits d'hygiène, par exemple, de première nécessité. Donc, c'est ça où très vite, sa mobilisation, elle s'est faite dans la communauté. Et le deuxième volet, c'est bien sûr le volet politique, puisque la question est éminemment politique, avec interpellation du président de la République, des parlementaires, et des différents élus également en demandant de soutenir cette action-là et surtout de crier quelque part pour faire arrêter les combats. Oui, je comprends. Alors, vous dites que la situation est éminemment politique. Je dirais qu'elle est éminemment géopolitique. Surtout, oui. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je veux que les auditeurs comprennent l'origine de ce conflit. Le Haut-Karabakh n'est pas reconnu, évidemment, par l'Azerbaïdjan ni par la Turquie, il est pris en sandwich. Et il est habité par des Arméniens. On va expliquer pourquoi, d'ailleurs, en majorité. Dans un moment, et il n'est même pas reconnu par l'Arménie officiellement, bien entendu, même si on peut dire que c'est une enclave arménienne. Ça se situe au nord-est de l'Arménie. Ça touche complètement, c'est vraiment une enclave au sein de l'Azerbaïdjan, mais toute l'histoire nous prouve que le lien est fort avec l'Arménie. Donc moi je vais laisser Romain Bessonnet expliquer la situation géopolitique là-bas, parce qu'on ne peut absolument pas comprendre le conflit si on n'étudie pas déjà un minimum la géographie, un tout petit peu l'histoire de cette enclave, de l'Arménie et aussi surtout de l'Union soviétique, pour bien comprendre. Romain Bessonnet. Il faut savoir que d'abord, à la fin des années 1920, l'Union soviétique décide, le problème du Haut-Karabakh existe déjà, étant donné que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont fait déjà un conflit en 1920 pour départager l'appartenance de ce territoire à l'un ou à l'autre, étant donné que ces deux territoires, à la suite de l'effondrement de l'Empire russe, se sont retrouvés indépendants pendant quelques années. L'Azerbaïdjan a créé sa République démocratique d'Azerbaïdjan, l'Arménie aussi est devenue indépendante de facto, et les affrontements ont été très 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 violents déjà à l'époque. En 1920, on se massacre... l'Azerbaïdjan, fait plusieurs massacres, plusieurs pogroms anti-arméniens dans le Haut-Karabakh. C'est très très violent à l'époque. Et Staline décide aussi pour maintenir les Arméniens qui sont rebelles vis-à-vis du pouvoir soviétique dans le giron du nouvel empire russe rouge, décide de donner le Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan en lui donnant un statut de région autonome. C'est-à-dire que, par exemple, l'arménien est langue officielle régionale, il y a une radio régionale qui émet en arménien sur le territoire de la région autonome d'Azerbaïdjan à l'époque, etc. Et quand Gorbatchev arrive au pouvoir en 1986, et qu'on a la perestroïka qui commence, les Arméniens disent « Nous, on a un vrai problème.
c'est ce problème du Haut-Karabakh. On a des frères qui sont séparés par une frontière avec nous, c'est pas normal. Et la frontière administrative entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sein de l'Union soviétique est contestée à la fin de l'année 1987. Au sein de la société arménienne, on fonde ce qu'on appelle les comités Karabakh, qui vont exister de part et d'autre, je dirais, de la frontière administrative à l'époque entre au Haut-Karabakh et en Arménie. D'ailleurs, beaucoup des dirigeants arméniens actuels ont été des jeunes militants de ces comités Karabakh à la fin des années 80. Et ça aboutit à ce qu'en 1988, le soviet suprême de la région autonome du Haut-Karabakh demande officiellement son rattachement à la République socialiste soviétique d'Arménie. Quand l'Azerbaïdjan dit toujours, c'est leur mantra, le Haut-Karabakh, c'est dans les frontières internationalement reconnues de l'Azerbaïdjan, je réponds moi que cette frontière, elle est contestée dès l'époque soviétique. Déjà l'époque soviétique, et surtout, c'est Staline qui arbitrairement décide que le Haut-Karabakh va rentrer dans l'escarcelle de l'Azerbaïdjan, alors même qu'elle est, je crois, composée à l'époque de, je ne sais plus, il y a 150 000 habitants arméniens en majorité, quoi. Il y a 80% d'Arméniens et 20% d'Azéris, de Russes et d'autres nationalités. Mais comme toujours dans les frontières, c'est toujours un peu poreux, une frontière, on habite d'un côté, l'autre de la frontière. Pour autant, on a une identité et on fait partie d'un pays. Voilà, et les Arméniens, en fait, l'Arménie va d'ailleurs, vis-à-vis de ce problème du Haut-Karabakh, ça va pousser l'Arménie à déclarer son indépendance de l'Union soviétique dès 1989, alors que l'Azerbaïdjan, elle veut faire rentrer Moscou dans le conflit en disant « mais nous, on est loyaux envers l'Union soviétique ». Donc, c'est une façon de vouloir se mettre Moscou dans la poche. Dans la poche à l'époque. Pour se faire aider, oui, bien sûr. Pour se faire aider. Dès l'année 1989, Gorbatchev déclare l'état d'urgence et Moscou envoie des troupes. Donc, les parachutistes essentiellement, et puis l'équivalent des gendarmes mobiles soviétiques, pour essayer de figer le conflit, déjà à l'époque. Et à la dissolution de l'Union soviétique, le conflit va repartir de façon, très violente, parce que les Azerbaïdjans vont se retrouver avec d'importants stocks d'armes, parce qu'il y a des troupes soviétiques, il y a une armée soviétique très importante en fait dans cette partie, parce que c'est la frontière justement, on va en reparler, avec l'Iran et la Turquie, donc deux pays hostiles, et donc il y a beaucoup d'armes, et donc les Arméniens et les Azerbaïdjanais vont faire la course à qui va récupérer le plus d'armes pour jouer, je dirais, le match retour. Ce conflit donc va se faire sur un fond d'une très grande violence civile. C'est une guerre civile très violente. Il faut savoir que en 1990, et c'est ce qui fait que la situation est si terrible en fait, c'est que les Arméniens ont peur d'avoir un deuxième génocide dans ces années-là. Et cette peur, elle n'est pas seulement que fantasme, elle est du fait que les Azerbaïdjanais qui quittent le Haut-Karabakh à l'époque du fait du conflit vont répandre, je dirais, une haine des Azéris vis-à-vis des Arméniens. Et à l'époque, dans l'Azerbaïdjan, vous avez 30% d'Arméniens qui vivent, et à Bakou, il y a 200 000 Arméniens qui vivent. Et en 1990, vous avez un pogrom pendant une semaine où les habitants arméniens de Bakou, qui sont en plus dans l'élite de la société azérie, en fait. Vous avez beaucoup d'Arméniens dans des postes assez élevés dans la direction des entreprises, chez les médecins, et il va y avoir un pogrom très sanglant, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. Les quartiers arméniens sont complètement ravagés, incendiés.
D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir un peu l'atmosphère de cette époque-là, il faut lire les mémoires d'un soldat du général Lebed, qui était un général russe qui était en poste, qui était en poste, enfin qui a été envoyé à Bakou en renfort et qui raconte ce qu'il a vu. C'est horrible. Enfin, il voit des pompiers azéris qui vont, au lieu d'éteindre le feu, ils vont mettre des jerrycans d'essence sur le feu pour que ça flambe plus vite. C'est horrible. Et donc, les Arméniens... On a l'impression de retrouver cette violence qu'il y a eu, qui était innommable, enfin quelque chose d'inouï. Quand on lit l'histoire du génocide arménien, on a l'impression de retrouver en un temps plus court et à moindre échelle, mais quand même cette espèce de déchaînement... Ah oui, c'est un vrai, enfin c'est une véritable. C'est-à-dire que ce sont des gens assez rudes. Hein. Enfin, moi, je me souviens la première fois quand je suis arrivée, on passait une espèce de poste frontière entre l'Arménie et le Ralaba. On rentrait pas comme ça, c'était assez compliqué. Vous pouviez passer, ne pas passer. Donc chacun sa méthode. Et en fait, moi, je me souviens quand j'ai débarqué ma petite estafette. Moi, j'étais toute seule. Hein, je ne sais pas quel groupe de journalistes, comme beaucoup font. En fait, je suis descendue sur des espèces de gravats. Vous voyez, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de chemin, des espèces d'amoncellement de pierres. Et je suis tombée face à des hommes qui étaient là, qui m'ont regardée, mais c'était des guerriers. Et là, j'ai eu froid dans le dos et je me suis dit, mais heureusement que je suis en territoire chrétien, parce que les mêmes de l'autre côté... Bon, je vais remonter dans mon estafette et je partais. Enfin, bon, je plaisante là, mais ce sont quand même voilà, ce sont des natures, des montagnards, donc c'est très rude hein, là-bas. Ça peut être rude. Les conflits interethniques dans le Caucase sont toujours très violents. Ah ouais. Mais entre les Arméniens et les Azéris, ils sont particulièrement violents parce que vous avez tout ce poids historique des génocides, des massacres, des pogroms qui fait que les hommes ont toujours, ont toujours cet instinct assez aiguisé de la survivance, en fait. Vous vous souvenez de ça, vous, de Julien Arounian ? Est-ce que vous aviez suivi à l'époque, en 1990, ce massacre des quartiers arméniens en Azerbaïdjan ? Absolument. Et ça a été très bien soulevé, c'est-à-dire que c'est vrai que ces pogroms qui avaient lieu faisaient craindre le pire et faisaient craindre une sorte de deuxième génocide. Et ça a été précisé, et c'est un élément très important qui a été dit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à la chute de l'Union soviétique, en Arménie, il n'y a pas d'armes. Toutes les réserves d'armes, on va dire les camps qu'il pouvait y avoir, sont en Azerbaïdjan, parce qu'en fait, dans l'esprit de l'Union soviétique, justement pour combattre l'Iran et la Turquie, et ça, vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'Arménie, en fait, c'est la stratégie on laisse avancer l'Arménie, c'est le champ de bataille. Les Turcs pouvaient arriver, rentrer dans l'Arménie, raser l'Arménie, il fallait 48 heures pour mobiliser l'armée rouge, et ensuite, ils arrivaient, donc ils bloquaient en Azerbaïdjan, et de là, il fallait les repousser. Donc, en Arménie, il n'y avait pratiquement pas d'armes. Donc il y avait une course à l'armement à cette époque-là. C'est vrai, c'est encore plus David contre Goliath. C'est-à-dire là, il n'y a rien et clairement, c'est un véritable massacre, en effet. Ouais, Romain Bessonnet, tu as du oui, et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, il faut savoir qu'à la dissolution de l'Union soviétique, vous avez beaucoup d'officiers russes qui vont se rappeler de l'histoire de leur pays et qui vont passer du côté arménien. Vous avez notamment dans la région du Haut-Karabakh, vous avez tout un tas d'officiers russes en fait qui vont au contact des Arméniens, qui vont leur rappeler l'histoire. Il faut quand même se rappeler que l'Arménie a été sous la protection de la Russie pendant plusieurs siècles. Et à l'époque où les Russes redécouvrent aussi leur religion et leur chrétienté, eh bien, vous avez beaucoup d'officiers russes qui vont passer du côté arménien à cette époque-là, et ça va permettre, je dirais, de corriger un peu les deux plateaux de la balance, je dirais. Et vous avez deuxièmement aussi le fait notre interlocuteur connaît ça mieux que moi, c'est que les Arméniens de l'étranger vont jouer aussi un énorme rôle pour rééquilibrer ces forces-là, c'est-à-dire en envoyant des volontaires, en envoyant de l'argent, en permettant
en faisant du bruit politiquement, notamment aux États-Unis, parce que les États-Unis... Vous parlez de la période de 92-94. Oui, je parle de 92-94 parce que les États-Unis, la Turquie est un allié au sein de l'OTAN. Et donc, la diaspora arménienne aux États-Unis a fait pression à cette époque-là sur le cabinet de George Bush pour éviter, je dirais, que les États-Unis soutiennent une intervention turque, ce qui est la grande peur de cette époque-là. Qui était la grande peur de cette époque-là et qui est en train de se réaliser aujourd'hui presque. Hein. Donc là, on est... Enfin, je dis pas ça... oui, enfin, en tout cas, c'est un risque. Enfin, il y a quand même... Là, on va parler aussi du présent dans un moment. Là, on est encore dans le passé, mais voilà, on est exprimé. Bon, enfin, vous voyez, rien ne change hein, entre les années 90 et aujourd'hui. On est dans un contexte... Oui, et surtout, on est dans un contexte... Alors, à cette époque-là, on a les kémalistes au pouvoir à Istanbul, ce qui ne change pas grand-chose d'ailleurs, mais bon. Vous allez avoir la première ministre Tansu Çiller, qui est une première ministre femme de la Turquie, qui est une kémaliste assez dure, qui prévoit d'ailleurs de faire une opération militaire contre l'Arménie. Et c'est la Russie, c'est le président Yeltsin qui va dire attendez, l'Arménie elle est sous notre protection et je vous rappelle qu'on a encore des armements nucléaires. Et c'est ce qui va faire que la Turquie va devoir se retenir à cette époque-là et ronger son frein. Et il y a un deuxième aspect dans cette question, c'est la position de l'Iran. Et voilà, oui. L'Iran, République islamique. L'autre frontière. Hein, voilà, l'autre frontière. Et qui est même actuellement, les 35 km de frontière iranienne, vous avez ce cordon ombilical. Au sud, donc. Voilà, pour que les gens, voilà, si vous prenez une carte de l'Arménie, vous avez 35 petits kilomètres avec un long corridor le long du fleuve Ars, je crois. Je ne me rappelle plus son nom, qui relie l'Arménie au reste du monde, parce que tous les États autour, Azerbaïdjan, Turquie, sont des États hostiles, et la Géorgie est très souvent alliée des Azéris. Ouais. Est très souvent alliée des Azéris et ferme et ouvre sa frontière un peu de façon. Et seul l'Iran et cette fenêtre sur le monde extérieur qui est ouverte en permanence parce que les Iraniens ne supportent pas les Turcs. Et donc, c'est cette relation entre l'Iran et l'Arménie qui permet à l'Arménie, de vivre économiquement à peu près normalement. S'il n'y avait pas... et d'ailleurs, la Turquie cherche à couper cette frontière depuis toujours. Oui, depuis toujours, oui, bien sûr. Oui. Et en 2016... Il faut rappeler que les frontières avec la Turquie sont fermées, et avec l'Azerbaïdjan aussi, bien sûr, et la Turquie aussi. Et ça, c'est une pression économique qui est faite depuis l'Arménie, depuis des années, pour asphyxier complètement l'Arménie. Donc c'est vrai que l'Iran reste aujourd'hui le seul cordon, vous l'avez bien dit, d'ouverture sur le monde. Il y a un peu la Géorgie. Il y a un peu la Géorgie. La Géorgie. Et la Géorgie, en fait, c'est en fonction du contexte politique. Voilà. C'est-à-dire que vous avez, quand l'Azerbaïdjan, en fait, et le problème, c'est que l'Azerbaïdjan a très bien compris cela, d'ailleurs, et elle construit des gazoducs à travers la Géorgie pour dire à la Géorgie, écoutez, si vous ouvrez trop fort à la frontière, enfin si vous êtes trop entre guillemets gentil avec l'Arménie, eh bien nous, on peut décider de réduire nos droits de transit, par exemple sur le gaz ou sur le pétrole qui passe par votre territoire, et on peut décider même de vous couper le robinet de gaz. Donc ça c'est un élément qui est très important. Surtout que la Géorgie, en plus, a une minorité arménienne dans une de ces régions. Ouais. Et donc, elle a toujours des relations, je dirais, très ambiguës sur la question arménienne. Parce que elle regarde comme le lait sur le feu la minorité arménienne qu'elle a sur son territoire, dans l'est du pays. Et qui a des sentiments, je dirais, bien sûr, proches de sa mère patrie, mais aussi qui est plus russophile, je dirais, que la majorité des Géorgiens, entre guillemets. Et donc, ça aussi, ça fait que la Géorgie a une position, je dirais, qui est
très très changeante et qui fait que, par exemple, sous la présidence de Saakachvili, les Géorgiens faisaient payer très cher le passage de la frontière aux produits arméniens. Ils leur mettaient des taxes de passage qui faisaient que ça renchérissait tous les coûts des produits en Arménie. Donc c'est vraiment important alors que l'Iran est un allié, je dirais entre guillemets, sûr. Alors, sur la Géorgie, la Russie a-t-elle des moyens d'actionner des leviers ? Actuellement, pas du tout. Hein. Non, donc, pas du tout. Les seuls qui ont des moyens de pression, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne est très divisée sur la question de l'Arménie. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan l'a très bien compris. L'Azerbaïdjan a des leviers qui sont le carnet de chèques, hein, comme on disait si bien. Enfin, on le sait tous. Et on sait très bien qu'à la Commission européenne, malheureusement, il y a un certain nombre de gens, même beaucoup, qui fonctionnent comme ça. On le sait. Le carnet de chèques et le compteur de gaz aussi. Hein. Oui, il y a le compteur de gaz, mais ça c'est autre chose. Alors là, on est plus. Oui. Alors là, la Russie aussi, il y a des intérêts. Le fameux oléoduc, il y a... Vous avez eu le corridor sud, enfin, vous avez eu le fameux Nabucco, etc., qui sont des projets financés par l'Arménie et qui servent essentiellement à acheter, je dirais, l'Union européenne, très clairement. Enfin, par l'Azerbaïdjan, vous voulez dire. Oui. Ilham Aliyev, qui est tout sauf un imbécile et qui a été formé à la diplomatie, à l'Académie diplomatique russe, utilise tous les leviers pour isoler l'Azerbaïdjan. L'économie, la politique, le militaire. Et donc, d'ailleurs, la stratégie d'encerclement de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie est relativement efficace. Il n'y a qu'un pays qui résiste, il y a deux pays qui résistent, grosso modo. Vous avez l'Iran et la Russie, et encore la Russie, se fait en partie acheter par l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas non plus être trop naïf. C'est pour ça d'ailleurs que la Russie essaye de calmer les choses, même si on sait qu'il y a des lignes rouges. La ligne rouge, elle est très claire. Elle est que l'Azerbaïdjan ne peut pas se permettre de viser le territoire de l'Arménie en tant que tel. Par contre, effectivement, vous avez sur le Haut-Karabakh, en fait, l'Azerbaïdjan a une diplomatie qui est tellement, je dirais, qui est une sorte de toile d'araignée qui empêche en fait les grandes puissances d'avoir une position trop tranchée de soutien à l'Arménie. Ouais. C'est un vrai problème. Et puis deuxièmement, vous avez le facteur iranien, c'est-à-dire que là, pour le coup, Ilham Aliyev, quand il va à Washington, il dit écoutez, il y a l'Iran. Si vous voulez, l'Azerbaïdjan fait partie des États qui sont les plus en avant pour avoir des sanctions contre l'Iran, parce que affaiblir l'Iran, c'est aussi affaiblir l'Arménie. C'est affaiblir l'allié de l'Arménie. Ouais. Donc le projet derrière, c'est un petit peu de réunir, en tout cas c'est ce que voudrait la Turquie et l'Azerbaïdjan, se rapprocher des républiques du Caucase en balayant ce petit couloir qui les dérange au fond. Ah mais le projet est clair. Le projet est clair. Ouais, vous le voyez, vous. Les deux. Et puis, on le voit très très bien. Là-dessus, juste un point, c'est-à-dire que on voit très clairement la stratégie. Et d'ailleurs, Erdogan n'hésite plus cette fois-ci à encourager l'Azerbaïdjan, à contrario des années 90, c'est qu'aujourd'hui le grand frère turc veut retrouver l'Azerbaïdjan, et au milieu c'est l'Arménie. Donc l'objectif c'est ça. Et alors en effet, il y a cette difficulté à attaquer directement l'Arménie, mais alors on n'est pas sûr. On nous dit qu'il y a un avion militaire turc qui aurait été abattu par l'Arménie, qu'il y aurait des drones qui survoleraient la ville de Yerevan.
Ça reste encore en effet à vérifier. Personne ne sait vraiment. Là, on garde d'informations. Après, dans tous les cas, les choses avancent. Après, la BBC arabe a bien confirmé que la Turquie rapatriait des combattants djihadistes de ses fronts vers voilà. Donc et qu'il y avait et qu'il y avait un peu de Turcs déjà dans la. Ça a été confirmé par le président de la République française hier soir encore. Oui. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est clair. Donc aujourd'hui, sur le présent, il nous reste 3 minutes. Aujourd'hui, sur le présent, un petit mot là-dessus sur les combattants djihadistes. Il y a aussi le soutien, la confirmation du soutien matériel de la Turquie à l'Azerbaïdjan et des manœuvres militaires qui ont eu lieu il y a quelques mois. On nous a présenté ça comme de simples manœuvres, mais c'était déjà la préparation à ce que l'on a aujourd'hui. Donc il y a une vraie escalade du conflit en tous les cas, et ça a été très bien de mettre en place les acteurs en présence aussi, parce que ça peut très vite, c'est un conflit qui peut très vite dégénérer en conflit international. On sent que la Russie, de toute façon, la Turquie pousse ses pions tous azimuts depuis quelques mois, enfin même quelques années. Mais enfin là, ça s'intensifie quand même. Déjà, ça fait longtemps qu'on a cette politique dite de une nation, deux États, donc Turquie-Azerbaïdjan, donc qui est poussée par Erdogan parce que ça lui permet aussi, lui qui a des difficultés de politique intérieure, faut quand même le rappeler, ça a vraiment son rôle. Et taper sur les Arméniens, entre guillemets, c'est toujours politiquement très vendeur en Turquie. Et y compris l'opposition kémaliste, par exemple, aujourd'hui, tape des deux mains au soutien de l'Azerbaïdjan. Donc déjà, ça c'est un premier aspect. Et puis un deuxième aspect, je pense, c'est que vous avez une vraie rhétorique dans l'Azerbaïdjan qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, de dire que maintenant on ne discute plus. Et on va régler une bonne fois pour toutes le conflit par la capitulation des Arméniens. Et ça, c'est moi qui surveille le conflit depuis plusieurs dizaines d'années, c'est la première fois depuis le milieu des années 2000 qu'on voit une rhétorique aussi agressive. Chez l'Azerbaïdjan, alors que Ilham Aliyev nous avait habitués à avoir un langage beaucoup plus policé, beaucoup plus diplomatique. Voilà. Je vous avoue qu'en 2016, on l'avait senti quand même, la politique aussi agressive. Oui, bien sûr. Années, bien sûr, mais là, on est... Donc là, il y avait une agression sur la frontière arménienne. On n'était pas au Haut-Karabakh, là. Donc, agression. De toute façon, moi, du côté de la frontière, côté Azerbaïdjan, je vous dis, j'ai constaté, les provocations, c'était incessant. Ah, mais c'est incessant. Incessant. Et donc là, il y a eu des attaques pendant qu'il y avait la délégation française, là justement, en septembre, je crois que c'était, je ne sais plus les dates, mais enfin en septembre, début septembre, 95 fois, il y a eu une violation de... Non, mais les violations de cessez-le-feu, elles se calculent plus. Non, mais ils ont pu le voir, là, au moins. Mais dans le fait de dire que pour nous, il n'y a pas de discussion possible, y compris Aliyev a rembarré Moscou, ce qui est une première depuis plusieurs dizaines d'années. On est vraiment dans une politique très dure, et je pense que c'est la Turquie qui pousse à cette... Pour ne pas conclure, Romain Bessonnet et Julien Rougnan en 30 secondes, là. Et on essaiera de se revoir en novembre pour l'état de la situation. Je vous laisse. En quelques secondes, l'un et l'autre. En quelques secondes, moi, simplement, la conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment aujourd'hui, la Turquie pousse l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan aussi, il faut savoir qu'Aliyev fait galvaniser aussi le peuple. Là aussi, il y a une manipulation du peuple aussi qui pousse, et il a besoin de ça aussi quelque part. Il est poussé un petit peu à ce combat-là. Qui a aujourd'hui tous ces acteurs en présence qui s'activent un peu, et que nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est l'escalade au jour le jour, et qu'on attend maintenant vraiment un petit peu la position de la France et de la Russie pour voir comment est-ce que les choses vont évoluer, et pas dégénérer en guerre
Pour aider l'Arménie, c'est le site du CCAF. Je pense qu'on pourra trouver des contacts pour s'il y a des manques de médicaments ou d'autres. Voilà. Et Romain Bessonnet, pour ne pas conclure une petite conclusion. Je pense qu'effectivement, l'époque n'est, je le regrette, pas à la désescalade, mais au contraire, je pense qu'il faut que l'Azerbaïdjan soit arrêté cette fois-ci, parce que sinon ça ne ce sera je pense comment dire, très très violent dans les prochains mois et années. Mais je peux dire aussi, je pense que Erdogan fait payer à l'Arménie son soutien aux Arméniens de Syrie, qui a été particulièrement actif. L'Arménie est le seul pays qui a fourni une aide, alors en proportion massive, en proportion de ses moyens, à la communauté arménienne de Syrie, ce qui a fait enrager les Turcs, notamment dans la région d'Alep. Ouais. Bon, merci Julien Arounian, merci Romain Bessonnet. On essaie de se retrouver dans quelques semaines, le mois prochain, en espérant de meilleures nouvelles et en tout cas pour continuer notre analyse et notre regard sur la situation. Merci. Merci à vous. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.